Lors des funérailles de la grand-mère de mon mari, mon beau-père m'a entraîné à la morgue. Ne quitte pas cette pièce, ordonna-t-il d'une voix basse. Derrière la porte, j'ai entendu mon mari et ma belle-mère parler. Quand j'ai compris de quoi ils discutaient, j'ai retenu mon souffle et j'ai tremblé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La propriété de la famille Johnson, nichée dans la banlieue verdoyante du Connecticut, était une magnifique maison de style colonial construite à la fin du XIXe siècle. Avec ses murs extérieurs blancs, ses volets verts et ses vastes pelouses environnantes, cette demeure incarnait véritablement la quintessence du rêve américain. Emily Johnson se trouvait dans la cuisine, où la lumière du soleil matinal inondait la pièce à travers les fenêtres, commençant sa journée tôt comme à son habitude pour préparer le petit déjeuner. Même après 5 ans de mariage, elle vivait toujours dans cette grande maison avec la famille de son mari. Bien qu'elle travaillât à temps partiel comme bibliothécaire à la bibliothèque locale, son rôle à la maison ne différait en rien de celui d'une femme au foyer à plein temps. La nature douce et dévouée d'Emily était appréciée de son entourage, mais cela devenait parfois un fardeau pour elle-même. Son mari, Michael, travaillait comme cadre intermédiaire dans une société financière voisine. Grand et séduisant, il avait été très aimant envers Emily au début de leur mariage. Cependant, à mesure que leur vie conjugale se prolongeait, il se sentait de plus en plus écrasé par le stress au travail et les attentes familiales, et son attitude envers Emily s'était progressivement refroidie. La pression constante de sa mère, Patricia, concernant leur incapacité à avoir des enfants, jetait une ombre sur leur mariage. Patricia était de facto le chef de cette maisonnée. Son amour pour son fils Michael était profond, mais il se manifestait parfois par un comportement surprotecteur et autoritaire. Si elle paraissait gentille avec Emily en surface, au fond d'elle, elle la considérait comme une épouse inadéquate pour son fils. Elle était particulièrement critique à l'égard de leur absence d'enfants, faisant souvent des commentaires indirects mais blessants qui laissaient Emily secrètement meurtrie. Le père de Michael, Robert, travaillait comme cadre supérieur dans une grande entreprise informatique. En raison de ses obligations professionnelles, il était en poste seul dans la Silicon Valley et ne rentrait à la maison qu'une fois par mois environ. Avec son air calme et intellectuel, il était relativement compréhensif envers Emily parmi les membres de la famille. Cependant, étant très occupé par son travail, il s'impliquait rarement de manière profonde dans les affaires familiales. La personne la plus aimée de cette maison était la grand-mère de Michael, Eleanor. Elle souffrait de démence depuis 3 ans, mais elle témoignait toujours une affection particulière pour Emily. Eleanor appelait Emily sa véritable petite fille, et même si sa démence progressait et qu'elle oubliait souvent les visages des membres de sa famille, elle se souvint distinctement du visage d'Emily jusqu'à la toute fin. Chaque jour, Emily se rendait dans la chambre d'Eleanor, lui lisant des livres à voix haute ou regardant ensemble de vieilles photographies. Eleanor prononçait parfois des paroles lourdes de sens. « Emily, tu es une si bonne enfant. Tu as le plus beau cœur de cette maison. » De tels mots apportaient un réconfort sincère à Emily. La nuit précédente, Eleanor s'était éteinte paisiblement. Emily était là pour ses derniers instants, contemplant son expression sereine tout en étant envahie par un profond chagrin. Eleanor avait été la seule personne dans cette maison à qui Emily pouvait vraiment ouvrir son cœur. Ce matin-là, la maison était en effervescence avec les préparatifs des funérailles. Emily essuyait ses larmes tout en effectuant les dernières vérifications des invitations pour les participants, en confirmant les arrangements floraux et en aidant à la préparation des repas. Michael et Patricia, bien qu'apparaissant accablés de chagrin, donnaient des instructions détaillées sur le déroulement des funérailles. « Emily, tu as bien commandé des roses blanches, n'est-ce pas ?» demanda Patricia avec inquiétude. « Oui, nous avons commandé uniquement des roses blanches, celles qu'Eleanor aimait tant, » répondit Emily avec un sourire fatigué. L'air froid de ce matin d'octobre pesait sur le parking du salon funéraire Gracefield. Emily, vêtue d'une robe noire, se tenait avec son mari, Michael, et sa belle-mère, Patricia, à l'entrée principale du salon. Le bâtiment, en briques discrètes, présentait une apparence sobre, entourée par le feuillage d'automne. « Emily, la réception est-elle prête ?» demanda Patricia avec anxiété. Ses yeux, légèrement rouges et gonflés, ne parvenaient pas à dissimuler son chagrin. « Oui, tout est préparé », répondit calmement Emily en consultant le petit carnet qu'elle tenait à la main. Il contenait des informations soigneusement notées sur les participants attendus et les invités nécessitant une attention particulière. Michael portait un costume noir, son expression plus rigide que d'habitude.
Mère, je vais m'occuper de guider les proches, laissons Émilie s'occuper de la réception, dit-il, la voix empreinte de fatigue. Il avait veillé tard pour terminer son travail à l'entreprise et n'avait pas eu suffisamment de repos. Le personnel du salon funéraire s'approcha pour une dernière confirmation. Monsieur Johnson, nous avons terminé l'arrangement floral et les vérifications du système de sonorisation. La cérémonie commencera à 14 heures, c'est bien cela? Oui, veuillez procéder ainsi, répondit Émilie au nom de la famille. Elle s'était occupée elle-même de la plupart des préparatifs des funérailles au cours des derniers jours. De la sélection des hymnes qu'Eleanor avait souhaité de son vivant à l'envoi des invitations et à l'organisation du service traiteur, Émilie avait tout préparé avec le plus grand soin et une attention sincère. Après 10 heures du matin, les participants commencèrent à arriver progressivement. Les premières à se présenter furent les vieilles amies d'Eleanor. En voyant ces femmes octogénaires marcher lentement avec des cannes, Émilie se précipita vers elles. « Merci d'être venue. S'il vous plaît, par ici, » dit Émilie en soutenant doucement leurs bras pour les guider vers la salle de cérémonie. L'une des amies serra la main d'Émilie et dit « Vous devez être Émilie. » Eleanor ne cessait de vanter vos mérites. Elle vous appelait ma précieuse petite fille. Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie à ces mots. Merci beaucoup. Grand-mère vous chérissait tout également. Ensuite, les collègues de travail de Michael et les voisins arrivèrent les uns après les autres. Émilie accueillit chaque personne poliment et les guida pour signer le registre des invités. Beaucoup de gens complimentèrent Michael en disant « Vous avez une femme merveilleuse ». À l'intérieur de la salle de cérémonie, Patricia vérifiait la disposition des sièges de la famille. « Michael, ton père n'est pas encore arrivé ? Je me demande si son vol a été retardé », murmura-t-elle anxieusement, vérifiant sa montre à plusieurs reprises. « Il m'a contacté tout à l'heure. Il a pris le premier vol de San Francisco ce matin, donc il devrait arriver à temps. » Michael tenta de calmer sa mère, bien qu'il s'inquiétât aussi de l'arrivée de son père. Robert n'avait pas pu être présent pour les derniers moments de sa mère, Eleanor, en raison d'obligations professionnelles. Il devait en ressentir un profond regret. Vers midi, la salle de cérémonie était presque pleine. Fidèle à la personnalité d'Eleanor, de nombreuses personnes s'étaient rassemblées pour lui rendre un dernier hommage. Émilie termina ses tâches à la réception et alla faire une dernière vérification à l'intérieur de la salle. Debout devant le cercueil décoré de roses blanches, elle sentit sa poitrine se serrer d'émotion. « Grand-mère, tant de gens sont venus te voir », murmura Émilie silencieusement dans son cœur. À ce moment, la porte au fond de la salle s'ouvrit doucement. Robert apparut, l'air fatigué. Bien qu'il montrât des signes de fatigue du long vol, il était correctement vêtu d'un costume noir et conservait sa dignité. « Papa !» Michael se précipita vers lui. « Je suis content d'être arrivé à temps, » dit Robert, tapotant légèrement l'épaule de son fils. Puis il serra Patricia dans ses bras et lui murmura des mots de gratitude. « Merci de t'être occupé de mère. » Quand Émilie s'approcha pour saluer Robert, il lui prit la main et dit « Émilie, merci beaucoup. Mère t'a chérie jusqu'à la toute fin. C'est moi qui devrais être reconnaissante. » « Grand-mère a si bien pris soin de moi, » répondit Émilie, les larmes aux yeux. Robert regarda attentivement le visage d'Émilie avant d'ajouter à voix basse « Je dois te parler plus tard. C'est quelque chose d'important. » Bien que perplexe, Émilie répondit « Oui, je comprends. » L'expression de Robert semblait cacher quelque chose de plus que la simple fatigue. À 13h30, l'heure du début des funérailles approchait. Les participants prirent place en silence et une atmosphère solennelle envahit la salle de cérémonie. Émilie acheva ses derniers préparatifs et finit de consulter le prêtre. « Nous allons bientôt commencer les préparatifs pour la cérémonie », s'approcha le directeur des pompes funèbres. À cet instant, Robert vint aux côtés d'Émilie et lui tira doucement le bras. « Émilie, s'il te plaît, viens avec moi. » Sa voix était basse et tendue. « Mais les funérailles vont commencer. » Émilie était confuse. « Ce n'est pas grave. Nous serons de retour bientôt. C'est très important. » L'expression de Robert était sérieuse, avec une atmosphère qui n'admettait aucun refus. Émilie regarda autour d'elle. Michael et Patricia étaient occupés par les dernières salutations aux participants et ne remarquèrent pas leur conversation. « D'accord », accepta Émilie à contre-cœur. Robert prit silencieusement la main d'Émilie et marcha vers le fond du couloir faiblement éclairé. Des deux côtés du couloir se trouvaient des bureaux du salon funéraire et des salles d'attente, mais il n'y avait pratiquement aucun signe de vie. Le cœur d'Émilie battait violemment et sa poitrine se remplit d'anxiété quant à ce qui pourrait se passer. « Beau-père,
De quoi voulez-vous me parler exactement? Les funérailles vont commencer, demanda Émilie à voix basse. Mais Robert continuait de marcher sans se retourner. Au bout du couloir se trouvait une lourde porte en bois. Une petite plaque signalétique était fixée à la porte, indiquant « morgue ». Le sang d'Émilie se glaça. Pourquoi l'emmenait-on dans un tel endroit? Robert s'arrêta devant la porte et sortit une petite clé de sa poche. Je l'ai empruntée au directeur, expliqua-t-il brièvement avant d'ouvrir doucement la porte. À l'intérieur de la morgue, l'air était glacial. Plusieurs tables recouvertes de draps blancs longeaient les murs, et la lumière de l'après-midi filtrant par une petite fenêtre illuminait faiblement la pièce. L'odeur de désinfectant était piquante, faisant involontairement grimacer Émilie. « Beau-père, pourquoi m'avez-vous amené dans un tel endroit ?» La voix d'Émilie tremblait. Robert fit entrer Émilie dans la pièce et referma doucement la porte. Puis il se retourna et la regarda avec l'expression la plus sérieuse qu'elle lui ait jamais vue. « Émilie, ne quitte absolument pas cette pièce. » Sa voix était basse, avec un ton autoritaire. « Quoi que tu entendes, ne fais pas un bruit. Et n'oublie jamais ce que tu vas entendre. » De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Émilie était désemparée. Le comportement de Robert était si anormal qu'elle commençait à avoir peur. Robert sortit un petit enregistreur de sa poche et le montra à Émilie. « Je vais tout enregistrer avec ceci. Tu vas être témoin. » « Témoin? Témoin de quoi? » Chut. Robert mit son index sur ses lèvres. « Tu comprendras bientôt. » À ce moment, des bruits de pas se firent entendre de l'autre côté de la porte de la morgue. Le son de 2 paires de chaussures marchant dans le couloir. Émilie retint son souffle et se tint silencieusement, suivant les instructions de Robert. Les pas s'arrêtèrent devant la morgue. Puis une voix familière résonna dans le couloir. C'était la voix de Michael. « Personne ne nous entendra ici, dit Michael. Oui, mais faisons vite. Les funérailles ont commencé, nous ne pouvons pas rester ici trop longtemps, suivit la voix de Patricia. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Pourquoi son mari et sa belle-mère avaient-ils une conversation secrète dans un tel endroit? Robert alluma l'enregistreur et hocha doucement la tête en direction d'Émilie. Les dispositions pour faire interner Émilie dans un hôpital psychiatrique sont-elles terminées? La voix de Michael se fit entendre clairement à travers la porte. Le sang d'Émilie se figea. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Qu'est-ce que son mari venait de dire? Oui, tout est prêt, répondit Patricia. Le docteur Harris croit ce que nous lui avons dit. Que Émilie est devenue mentalement instable à cause du choc de la mort de sa grand-mère. Donc, le docteur a été acheté aussi. La voix de Michael avait une tonalité froide. J'ai payé 30 000 $. Mais compte tenu de l'héritage d'Eleanor de 2 millions de $, c'est une bonne affaire, n'est-ce pas? Dit Patricia d'un ton moqueur. Les genoux d'Émilie se mirent à trembler. Elle appuya sa main contre le mur pour tenter de rester debout. Son mari et sa belle-mère complotaient pour la faire interner et voler l'héritage d'Eleanor. Cette femme ne sait pas qu'on lui a laissé un héritage, n'est-ce pas? Continua Patricia. Bien sûr que non. Seuls nous avons vu le testament de grand-mère. Je n'ai rien dit à Émilie, répondit Michael. Sage décision. Si cette femme l'avait su, elle serait sûrement devenue avide. L'esprit d'Émilie devint vide. Eleanor lui avait-elle laissé un héritage, et son mari bien-aimé prévoyait-il de la faire interner pour le voler? Une fois qu'Émilie sera hospitalisée, je pourrai légalement gérer ses finances. La voix de Michael avait un ton calculateur. Exactement. Et puis nous pourrons trouver une excuse pour ne jamais la laisser sortir. Michael ne peut pas se remarier avec une femme malade mentale, dit Patricia. Je prévois de divorcer. Avec la maladie mentale comme motif, ce devrait être facile à obtenir. Émilie couvrit sa bouche de sa main, réprimant ses sanglots. 5 ans de mariage, et son amour pour son mari s'effondra en un instant. Cette femme était vraiment un obstacle. Être si favorisée par Eleanor? La voix de Patricia était remplie de haine. Mais maintenant, tout sera à nous. Grand-mère n'arrêtait pas d'appeler le nom d'Émilie jusqu'à la fin. Honnêtement, ça m'a mis en colère, dit Michael avec dégoût. Robert regarda Émilie et secoua doucement la tête. C'était un signal pour continuer à enregistrer. Émilie s'appuya contre le mur, retenant désespérément ses larmes. Quand Eleanor a dit « Laissez tout à Émilie », j'ai vraiment paniqué, continua Patricia. Mais nous nous en sommes sortis en prétextant la démence et en réécrivant le testament, dit Michael. Oui, dans le testament officiel, tous les biens sont hérités par toi, mon fils.
Le nom d'Émilie n'apparaît nulle part. Émilie avait l'impression de vivre un cauchemar. Elle n'aurait jamais imaginé que son mari bien-aimé et sa belle-mère puissent être des personnes si froides et calculatrices. Commençons les procédures dès que les funérailles seront terminées, dit Michael. Oui, emmenons Émilie à l'hôpital ce soir. Le docteur Harris sera prêt. Les bruits de pas s'éloignèrent. Les deux étaient retournés dans la salle de cérémonie. Le silence revint dans la morgue. Robert arrêta l'enregistreur et posa sa main sur l'épaule tremblante d'Émilie. « Émilie, ça va ?» Émilie leva les yeux vers Robert alors qu'elle était sur le point de s'effondrer. « Beau-père, est-ce que c'est vraiment vrai ?» Malheureusement, oui. Des larmes apparurent dans les yeux de Robert. « Avant que mère ne décède, elle m'a tout raconté et m'a demandé de te protéger. » Émilie ne put parler et s'accroupit sur place. Les funérailles se déroulèrent dans une atmosphère solennelle. Émilie était assise dans la section familiale du premier rang, semblant prier silencieusement devant le cercueil, mais son cœur était en proie à une tempête. Chaque fois que Michael, assis à côté d'elle, essayait de lui tenir la main, Émilie sentait son corps se raidir. Les paroles cruelles qu'elle venait d'entendre de son mari ne quittaient pas ses oreilles. Après la prière finale du prêtre et que les participants eurent fait leurs derniers adieux devant le cercueil, le directeur des pompes funèbres s'approcha. « Monsieur Johnson. Maître Williams est ici. Il a quelque chose à discuter concernant la lecture du testament. » Patricia et Michael échangèrent un regard. « On le lit aujourd'hui » demanda Patricia à voix basse. « Oui. Selon les vœux de la défunte, cela doit être fait immédiatement après les funérailles. » Émilie se leva. Robert posa légèrement sa main sur son bras et murmura doucement « Tout va bien ». Sa voix contenait une conviction sur ce qui allait suivre. Dans la pièce séparée où la famille fut guidée, un avocat âgé et distingué était assis devant eux. Maître Williams sortit des documents d'une épaisse enveloppe et ajusta ses lunettes. « Je vous présente à tous mes condoléances. Je vais maintenant lire le testament d'Eleanor Johnson. » Patricia et Michael semblaient soulagés. Dans le faux testament qu'ils avaient créé, tous les biens devaient être hérités par Michael. « Moi, Eleanor Johnson, saine d'esprit, établie par la présente le testament suivant. » Commença l'avocat. Les paumes d'Émilie étaient moites de nervosité. Je lègue tous mes biens, soit 2 millions de dollars en espèces, des actions, des biens immobiliers, des bijoux, des meubles, et tous autres biens personnels et réels, à ma petite fille bien-aimée, Emily Johnson. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Le visage de Michael devint pâle, et Patricia se leva de sa chaise. « C'est impossible » cria Patricia. Eleanor souffrait de démence. Elle ne pouvait pas prendre de décisions éclairées. « Veuillez vous calmer » dit Maître Williams. Ce testament a été rédigé il y a 3 ans, avant qu'Eleanor ne soit diagnostiquée avec la démence. Des certificats médicaux sont joints, prouvant que son état mental était parfaitement sain à l'époque. Michael frappa du poing sur le bureau. « Ceci est invalide. Je vais déposer une contestation. » De plus, continua l'avocat, Eleanor a également laissé un testament vidéo pour garantir la validité de ce document. L'avocat sortit une petite tablette et tourna l'écran vers la famille. Lorsque la vidéo commença, Eleanor, à l'époque où elle était en meilleure santé, apparut à l'écran. « Je suis Eleanor Johnson. Aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre 2021. Mon 78e anniversaire, dit Eleanor dans la vidéo d'un ton clair. J'enregistre ce testament avec un jugement parfaitement normal. » Émilie regarda l'écran alors que des larmes coulaient sur ses joues. « Je laisse tous mes biens à Émilie parce qu'elle était la seule vraie famille que j'avais. » La voix d'Eleanor était remplie d'une profonde affection. « Mon fils Robert est occupé par son travail. Patricia me traite comme une nuisance et Michael ne montre aucun intérêt pour moi. Mais seule Émilie venait dans ma chambre tous les jours, me lisait des livres et écoutait mes histoires. » Le visage de Patricia devint rouge vif. « Mais je me suis occupé de toi aussi. » La vidéo continua. « De plus, je connais la vérité sur ma famille. » L'expression d'Eleanor devint sévère. « Patricia et Michael ajustaient mes médicaments sans permission et me laissaient parfois sans nourriture. » Émilie eut le souffle coupé. « J'ai tout vu et j'ai gardé des archives. » Eleanor montra une petite boîte à la caméra. « Ceci contient des preuves photographiques de leurs abus. Je l'ai confié à Maître Williams. » Maître Williams sortit effectivement cette boîte et en retira plusieurs photographies. Elles montraient des ecchymoses non naturelles sur les bras d'Eleanor et son apparence clairement malnutrie et décharnée.
Ceci est une preuve claire de maltraitance envers une personne âgée, déclara l'avocat d'une voix calme. Michael se leva. Nous n'avons rien fait. Tout cela est fabriqué. À ce moment, Robert se leva et posa un petit enregistreur sur le bureau. Que ce soit fabriqué ou non, écoutons ceci. L'enregistreur commença à diffuser la conversation qu'ils avaient entendue plus tôt dans la morgue. Les voix de Michael et Patricia enregistraient clairement leur plan pour faire interner Emily dans un hôpital psychiatrique, la corruption d'un médecin, le vol de l'héritage et l'intention de divorcer. Les dispositions pour faire interner Emily dans un hôpital psychiatrique sont-elles terminées? Donc, le docteur a été acheté aussi. J'ai payé 30 000 $. Mais compte tenu de l'héritage d'Eleanor de 2 millions de $, c'est une bonne affaire, n'est-ce pas? L'atmosphère de la pièce se figea. Le visage de Patricia devint cendré et Michael resta sans voix. Cet enregistrement a été fait pendant les funérailles d'aujourd'hui, expliqua calmement Robert. Emily était le témoin. Maître Williams organisa ces documents en disant « Cet enregistrement constitue une preuve décisive de falsification de testament, de tentative de fraude et de maltraitance envers une personne âgée. La police a déjà été prévenue. » Comme par un signal, on frappa à la porte de la pièce. 2 policiers en uniforme entrèrent. « Michael Johnson, Patricia Johnson, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de fraude et maltraitance envers une personne âgée. » « Attendez, c'est un malentendu », cria Patricia, mais les policiers sortaient déjà les menottes. Michael fixa Emily. Ses yeux contenaient une expression plus désespérée qu'elle n'en avait jamais vue. « Emily, tu ne m'aimais pas ?» Emily se leva doucement. « Je t'ai aimé de tout mon cœur pendant 5 ans. Mais ce que tu aimais, ce n'était pas moi. C'était l'argent. » « Vous avez le droit de garder le silence, » informa le policier à Michael et Patricia alors qu'il les emmenait. Quand le silence revint dans la pièce, Robert posa sa main sur l'épaule d'Emily. « Mère te considérait vraiment comme sa vraie fille. Elle disait, Emily est la meilleure personne que j'ai jamais élevée. » Emily leva les yeux vers Robert à travers ses larmes. « Grand-mère savait tout, n'est-ce pas? » « Oui. Et pour te protéger, elle a tout préparé pour ce jour. » Les yeux de Robert brillaient aussi de larmes. À la fin, mère a dit, « Laissez Emily être heureuse. » Maître Williams tendit les documents à Emily. « Emily, commençons les procédures formelles d'héritage. » L'amour d'Eleanor a finalement atteint la bonne personne. Emily prit les documents avec des mains tremblantes. Elle devait absorber en même temps la trahison de quelqu'un qu'elle aimait, un héritage inattendu et l'amour d'une vraie famille. Cependant, au fond de sa poitrine, elle eut l'impression que le doux sourire d'Eleanor l'enveloppait. 6 mois plus tard, la vie d'Emily avait radicalement changé. Le procès s'était déroulé rapidement, et Michael et Patricia furent tous deux reconnus coupables de fraude et de maltraitance envers une personne âgée. Michael fut condamné à 3 ans de prison. Patricia en reçut 2, et tous deux purgeaient actuellement leur peine dans une prison d'État. Emily utilisa la majeure partie de son héritage pour créer un foyer pour enfants appelé Eleanor House dans le Connecticut. C'était un établissement offrant un environnement aimant aux enfants abandonnés par leur famille, incarnant la conviction de toute une vie d'Eleanor que la vraie famille n'est pas une question de lien du sang, mais de lien du cœur. Le jour de l'ouverture de l'établissement, Emily portait une robe jaune vif et profitait d'un pique-nique dans le jardin avec les enfants. Emma, 7 ans, assise sur les genoux d'Emily pendant qu'on lui lisait un livre d'images, dit joyeusement « Nous ne sommes plus seuls maintenant, n'est-ce pas ?»« C'est vrai. Tant que nous sommes ici, nous sommes tous une famille, » répondit Emily en caressant doucement les cheveux de la fillette. Observant cette scène, Robert avait décidé de prendre une retraite anticipée de son entreprise pour aider à gérer l'établissement. Il s'assit à côté d'Emily et dit avec un sourire chaleureux « Mère serait si heureuse si elle pouvait voir ça. » « Ta présence ici me donne vraiment de la force, Robert, » répondit Emily avec gratitude. Au cours de ces 6 mois, Robert l'avait soutenu comme un vrai père. Le soir, Emily se rendit seule sur la tombe d'Eleanor. La pierre tombale en marbre blanc portait l'inscription « Mère, grand-mère et vraie famille bien-aimée, Eleanor Johnson ». Emily déposa un bouquet de roses blanches sur la tombe et joignit doucement les mains en prière. « Grand-mère, Eleanor House a ouvert ses portes avec succès », dit Emily à la pierre tombale. « Aujourd'hui, 15 enfants sont devenus une nouvelle famille. Je veux transmettre aux enfants le sens de la vraie famille que tu m'as enseigné. » La brise printanière lui caressa la joue, et elle eut l'impression qu'Eleanor lui souriait doucement. « Je ne déteste plus Michael. Je suis sûr qu'il n'a tout simplement pas compris le sens du véritable amour, »
continua Émilie doucement. Mais l'amour que tu m'as laissé continuera d'être transmis aux enfants pour toujours. Elle remarqua qu'un petit rosier planté à côté de la pierre tombale avait de nouveaux bourgeons. Émilie contempla ces petits bourgeons verts avec un sourire plein d'espoir. Le lendemain matin, des rires joyeux d'enfants résonnaient dans la salle à manger d'Eleanor House. Émilie prenait son petit déjeuner avec les enfants tout en écoutant chacune de leurs histoires. Jacob, 10 ans, demanda « Pouvons-nous vraiment devenir une famille ?» « Nous sommes déjà une famille, Jacob, » répondit doucement Émilie. « La famille, ce n'est pas naître ensemble. C'est s'aimer et se soutenir les uns les autres. » C'étaient des mots qu'Eleanor avait souvent prononcés de son vivant. Robert entra dans la salle à manger et annonça « Émilie, 3 nouveaux enfants arriveront aujourd'hui. » « Je comprends. Accueillons-les tous chaleureusement. » Émilie se leva et dit aux enfants « Aujourd'hui, notre famille s'agrandit. S'il vous plaît, soyez gentils avec tout le monde. » Les enfants applaudirent et poussèrent des cris de joie. Cet après-midi-là, Émilie plantait des fleurs dans le jardin de l'établissement avec les 3 nouveaux enfants. Ces fleurs étaient aussi de petites graines au début, mais si nous les élevons avec amour, elles s'épanouiront sûrement magnifiquement. Alors que le coucher du soleil peignait d'or les fenêtres de l'établissement, Émilie pensa, entourée d'enfants, que l'héritage qu'Eleanor lui avait laissé n'était pas seulement de l'argent. C'était l'enseignement le plus important de la vie sur ce que signifie une vraie famille. Les liens du sang ne font pas la famille. Ce sont les cœurs bienveillants et solidaires qui créent une véritable famille. L'amour d'Eleanor continuerait d'être transmis à de nombreux enfants à travers Émilie. L'enseignement selon lequel la famille n'est pas déterminée par le sang, mais par les liens d'amour et de soin, perdurerait, créant de nouvelles familles remplies d'espoir et d'appartenance.